Si quand vous avez envie de rentrer à la maison, vous avez juste envie de vous poser sur un canapé et de regarder Netflix, commencez par remettre un peu de sport dans votre vie. Avant de vendre une formation sur YouTube, j'ai attendu d'avoir 100 000 abonnés. C'est vraiment ça l'idée. Et puis avant de vendre ma formation sur le side business rentable, j'ai attendu de faire 3 000 balles par mois avec ce side business qui me prenait quelque chose comme 1 heure de travail par jour. Pour moi, une bonne formation, ça part d'un défi. Tu commences par te dire, à la fin du mois, j'ai envie d'avoir débloqué telle chose. Et c'est une fois que t'as débloqué la compétence que tu vends le produit. Et ce que tu vends, c'est les essais, les erreurs, les doutes, les méthodes que tu as utilisées. Si tu veux que ta carrière réussisse, il faut pas être bon, il faut que les gens sachent que t'es bon. Ta carrière ne peut pas dépendre de commissions, de décisions d'autres personnes. Moi, à la base, j'étais cadré pour être fonctionnaire. Tu essaies de faire du bon travail, mais de toute façon, t'as un contrat stable, t'es payé pour donner cours, il n'y a pas de problème, etc. Donc le switch vers l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez différent. Moi, ce que je retrouve dans la bourse, c'est la sécurité. C'est pas la bourse qui va te rendre riche. La bourse, c'est quelque chose qui va permettre de faire fructifier l'argent que tu auras acquis à la sueur de ton front. C'est bien l'immobilier, mais t'as des grosses responsabilités, quoi. Alors que la bourse, que dalle, c'est pas ton problème. Qu'est-ce qui vous rend unique? De quel sujet pourriez-vous parler sans préparation devant une audience pendant au moins 30 minutes? Si certaines idées vous sont venues en tête, ne cherchez pas plus loin. Vous avez déjà une piste pour lancer une activité secondaire. Lancer un side business n'a jamais été aussi accessible. Internet et les réseaux sociaux vous offrent une source inépuisable de prospects. Les automatisations vous permettent de démultiplier votre impact sans vous démultiplier. Et enfin, vous pouvez vous lancer avec 0 € de budget. Créer des side business et créer du contenu pour promouvoir cette activité, c'est une des spécialités de mon invité du jour, Victor Ferry. Victor, il est suivi par plus de 500 000 personnes sur YouTube où il parle de rhétorique, mais aussi de business et d'investissement. Il s'est même récemment associé avec Xavier Delmas, avec qui j'ai déjà enregistré un épisode et avec qui il anime le podcast Chercheur de valeur. Si aujourd'hui vous voulez diversifier vos sources de revenus, mais que vous ne savez pas quoi vendre, à qui et comment trouver des clients, cet épisode vous apportera toutes les clés pour vous permettre de vous lancer sereinement. Bon visionnage. Salut Victor. Salut Charles, enchanté. Écoute, très heureux de te recevoir dans le grand bain. Victor Ferry, le maître de la rhétorique sur YouTube. Aujourd'hui, tu es connu surtout pour cet art de la rhétorique. Tu as plusieurs chaînes YouTube, tu cumules plus de 500 000 abonnés sur tes réseaux et tu es aussi connu pour ta collaboration avec Xavier Delmas, qu'on salue très gentiment, qui est venu sur le podcast il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et avec qui tu partages un podcast qui s'appelle Chercheur de valeur. Et on va revenir sur ce terme chercheur de valeur plus tard dans l'épisode. Moi, j'adore Xavier, on est aligné sur plein d'éléments, sur la partie indépendance financière, investissement, vision long terme. Et c'est d'ailleurs un excellent épisode que je vous recommande chaudement pour ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder après cet épisode. Mais aujourd'hui, avec toi, Victor, je voudrais aborder 3 sujets. Le premier sujet, ce serait le sujet du side business. Toi-même, tu as créé plusieurs side business. Tu as même une formation sur le side business. Et je voudrais savoir, et tu as aussi ton podcast d'ailleurs, Chercheur de valeur. Donc, je voudrais qu'on aborde cette thématique. Aujourd'hui, tout le monde voudrait créer des revenus complémentaires, des revenus supplémentaires en parallèle, en complément de leur job salarié ou bien de leur job d'indépendant. Voir comment est-ce que cette dynamique, ce sujet du side business s'articule aujourd'hui, sujet que tu maîtrises bien. Le deuxième sujet que je voudrais voir avec toi, c'est le sujet de la création de contenu. Tu es créateur de contenu, je le suis également, et je voudrais parler avec toi autant de la creator economy, de l'économie des créateurs de contenu, mais parler et voir à quel point la création de contenu en tant que pratique, en tant que domaine, est aujourd'hui utile pour quiconque souhaiterait soit développer des nouvelles sources de revenus, soit même se construire une identité numérique. Et enfin, le troisième et dernier sujet qui parlera peut-être plus aux habitués de la chaîne, je voudrais qu'on parle de toi, Victor, de ta stratégie d'investissement. Ta stratégie d'investissement sur les marchés financiers plus en particulier, parce que c'est ce que tu as plus l'habitude de discuter, et notamment des apprentissages que tu pourrais avoir retenus, que ce soit de ton expérience personnelle, mais aussi de tes échanges avec Xavier. Est-ce que ça te convient comme programme? Ouais, parfait. C'est un beau programme et je suis chez moi. Ça me fait plaisir d'aborder aussi les notions de finance parce que ça a été une telle passion pour moi que commencer à échanger dans des podcasts spécialisés là-dessus, c'est un vrai plaisir. Bah, écoute, c'est moi qui suis très content de te recevoir et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir. On a cette,
amour, cet intérêt autant pour l'entrepreneuriat que l'investissement, que les finances personnelles, que l'investissement peut-être en bourse plus particulièrement. Et donc, je pense on a des retours d'expérience et des leçons qui vont être très utiles à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, je pense que cet épisode va être chargé en valeur, pour reprendre ce terme qui te tient bien. Alors écoute, peut-être pour commencer, le sujet, par lequel je voudrais, démarrer, c'est le side business. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde voudrait créer des revenus complémentaires. Toi, tu as même lancé des side business, j'en ai également lancé. Peut-être pour, celles et ceux qui réfléchissent aujourd'hui et qui se disent: je c'est bien ce que je gagne avec, mon emploi salarié ou mon activité d'indépendant, mais ça me ferait pas de mal. Ça me ferait pas de mal de créer des nouvelles sources de revenus, soit pour mettre du beurre dans les épinards, soit même pour m'apporter un sentiment de sécurité et de me dire: Mmh. «Ah, si demain il y a une source de revenus qui lâche, qu'est-ce que je vais faire?» Quelles sont selon toi, quelles ont été toi, tes motivations à, lancer un side business? Ouais. Il y a pas mal de choses que je voudrais, développer. Une des premières, c'est peut-être la relation entre mon business et mon side business, pour placer un petit peu les choses parce il y a des difficultés à ce niveau-là aussi quand on veut lancer un side business, ça peut être intéressant. Moi, le cœur de mon business, c'est, je suis formateur en rhétorique. Donc mon travail, c'est d'aider les gens à faire des discours qui sont plus efficaces, par extension, j'aide également les créateurs de contenu à faire du meilleur contenu. Mais la base de mon travail, c'était ça, je donne des formations en entreprise pour les managers qui ont besoin de pitcher des choses, qui ont besoin de motiver leurs équipes, ça c'est le cœur de mon travail. Il se trouve que ça se passe sur YouTube essentiellement. J'ai une chaîne YouTube principale qui a bien marché, que j'ai créée quand j'ai quitté le monde universitaire, et c'est via cette chaîne YouTube qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me font intervenir dans des entreprises, pour des séminaires, qui viennent me chercher aussi pour des coachings. Et c'était dans le courant de l'année 2022 où je me suis rendu compte que j'étais un peu limité niveau cash, parce que avec ma première entreprise, je me verse un salaire, et il y avait une grosse partie de ce salaire qui allait dans les remboursements d'emprunts immobiliers. Et Mmh. j'avais une telle passion pour l'investissement que je trouvais ça un peu triste d'être limité comme ça et de devoir investir 200 balles, 300 balles, 400 balles par mois, alors qu'on sait que pour aller sur le chemin de la liberté financière, faut pas se mettre de limite à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai décidé de créer un side business justement dans la finance, parce que ça m'est tombé dessus en 2020, où j'ai commencé à écouter peut-être 1 heure, 2 heures de podcast finance par jour. J'étais complètement dingue de ça. Et c'est seulement courant 2023 que j'ai décidé d'en faire un business. Donc là, il y a un premier point qui est important, c'est que je pense qu'une des clés pour réussir à faire un side business, c'est de passer de ça, une bonne idée, à je le fais. Et là, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il y a des choses qui sont techniques, du type comment je peux faire ça, ça passe par quoi. Quand on n'a jamais développé, je sais pas, créé un compte PayPal, un compte Stripe, il y a pas mal de choses de blocage technique en fait qui rentrent en jeu, mais il y a aussi des choses psychologiques. Et au niveau des choses psychologiques, c'était les gens me connaissent comme quelqu'un qui est plutôt associé au domaine de la rhétorique, et donc ça veut dire que ça amène des personnes qui sont là peut-être pour la culture générale, aussi des gens qui vont avoir une sensibilité plutôt de gauche, du type on va changer le monde par les mots, on va faire de la politique, etc. Et qui découvrent que je suis aussi libéral, capitaliste, que je considère que c'est une bonne chose de mettre ses finances en ordre et d'investir, ça faisait quelque chose comme un grand écart. Et je pense qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent certaines personnes qui se disent, je sais pas, moi je suis manager à la poste, ou je travaille dans telle ou telle entreprise. Si les gens commencent à me découvrir sur les réseaux comme je sais pas, un spécialiste de la pêche, ou de la réparation automobile, ou que sais-je, ça peut faire quelque chose d'un peu étonnant. Et ça, je le vois régulièrement, parce que parmi les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui me disent: oui, j'aimerais bien me lancer, mais pas montrer ma tête. J'ai peur de savoir ce que mon employeur va dire. Donc il y a beaucoup de blocages à ce niveau-là. Et honnêtement, c'est difficile parce que ça a pas été la majorité, parce que je me rends compte que j'ai deux publics qui sont assez distincts entre ceux qui suivent la chaîne YouTube de rhétorique et ceux qui suivent la chaîne YouTube d'investissement, simplement parce que tu peux pas forcer les gens à regarder du contenu. Donc même si au début j'ai essayé de faire des transferts d'une communauté vers l'autre, bah, les gens qui sont pas intéressés par la finance, ils vont pas regarder des vidéos sur la finance. Donc c'est deux communautés qui sont assez distinctes, mais ça arrive quand même de temps en temps que j'ai des gens qui débarquent sur la chaîne finance et qui se disent: mais qu'est-ce que c'est, ça a aucun rapport avec la rhétorique, etc. Donc il y a des choses au niveau de l'image qu'on donne, il y a des choses au niveau de la compétence.
Donc du type, mais pour qui tu te prends de parler de ce sujet? T'es un homme orchestre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis toi-même que c'est important de développer une expertise. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu plus facile à régler que la question du fait qu'on a un avatar qui devient multiple. C'est que, en fait, l'expertise, c'est pas un statut, c'est un processus. Et donc, se lancer dans une nouvelle thématique en se disant, je pars de rien, mais j'ai envie de progresser et je vais documenter mon parcours, ça fait du contenu qui est intéressant et qui est légitime finalement, parce qu'on se positionne pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui aspire à l'expertise. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, tu vois, tu as mentionné plusieurs points, importants là de ce que j'en retiens. Ça va être déjà, toi, ce qui t'avait motivé initialement à, commencer un side business, c'était diversifier et augmenter tes revenus pour pouvoir, avoir la capacité d'épargne, pour avoir la capacité à investir et pouvoir, bah, finalement, investir dans la bourse, dans d'autres classes d'actifs. Donc c'était le 1er point et je pense que la majorité des personnes aujourd'hui qui se disent: «Ah, je voudrais lancer un side business», bon, il y a certainement une partie des gens qui sont, passionnés par un certain sujet et qui ont l'envie de partager cette passion. Réalistiquement, la majorité, sont, motivés à minima quand ils démarrent, par, le gain financier. Ce qui n'est pas mauvais en soi, il y a aucun souci à ce niveau-là, hein. Avoir un 1er moteur qui est, avoir un 1er moteur qui est l'argent, c'est OK. Mais effectivement derrière, c'est toutes les difficultés qui en viennent et je pense que les 2 difficultés principales que tu as pu mentionner, pour le démarrage d'un side business, c'est déjà, le syndrome de l'imposteur, donc le sujet de l'expertise, ou en tout cas de se sentir légitime. Et ensuite, j'ai presque envie de dire la cohérence d'identité qu'on peut afficher, qu'on peut transmettre comme image. Beaucoup de personnes vont se dire, comme tu l'as très justement dit, hein, ah bah non, moi je travaille à la poste, mais j'ai envie de faire des vidéos sur la pêche. Les gens vont se dire, mais pourquoi? Mhm. Alors que en réalité, déjà, bah, si jamais on a envie de faire des vidéos sur la pêche, c'est qu'on est passionné par la pêche et donc c'est que ça fait vraiment partie de nous. C'est pas le regard des autres ou ce que pensent les autres qui définit qui on est. C'est ce qu'on est vraiment à l'intérieur et après les autres connaissent plus ou moins bien, qui on est et ce qu'on est à l'intérieur. Donc finalement, au contraire, ça serait renforcer la cohérence par rapport à qui on est, entre qui on est vraiment et ce que les gens pensent de nous, que de parler de ses passions. Et par rapport au syndrome de l'imposteur, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes se disent: «Non mais moi j'ai pas les compétences pour me lancer». Alors il y a tout un tas on va dire un stack de compétences techniques, un minimum sur, l'utilisation par exemple des réseaux sociaux et on en reparlera dans la partie création de contenu. Mais, construire une offre, savoir vendre, savoir, même ne serait-ce que tu vois, relier, une plateforme de paiement, à Mhm. un formulaire. Donc il y a tout un tas de basiques. Comment est-ce que toi déjà tu as démarré, hein? Tu disais directement après l'université, donc tu as pas vraiment fait tu pas eu vraiment d'expérience professionnelle là-dedans. Comment tu as fait pour te lancer directement après les études? En fait, quand je dis que j'étais à l'université, c'est que j'étais chercheur à l'université. Donc c'était ma première carrière. En fait, après le master, j'ai d'abord travaillé dans un think tank qui s'occupait d'affaires économiques, mais c'était une première partie de ma carrière qui était liée à mes premières études. Et après, j'ai déposé un dossier pour avoir une thèse. Donc la thèse, c'est 4 ans, donc où on est financé moi, c'était en Belgique, donc ça s'appelle le FNRS, c'est un peu l'équivalent du CNRS. Et après, j'ai fait 2 postdocs. Et donc post-doctorat, c'est la période où on a des contrats c'est pas trop mal payé, on est vraiment un professionnel, mais c'est pas des contrats définitifs, c'est des contrats à durée déterminée. Et Mmh. il faut ramer un petit peu jusqu'au jour où on est titularisé et on peut avoir une chaire et on devient un professeur d'université. Moi, je me suis arrêté juste avant cette étape parce que, en fait, un des gros problèmes que j'avais, c'est que je suis pas du tout bon dans le network. Mmh. Je suis vraiment une espèce d'autiste, c'est-à-dire que quand mes collègues socialisaient, moi j'essayais de me cacher en écoutant des podcasts. Je voulais surtout pas manger avec mes collègues parce que pour moi c'était vraiment le temps de déjeuner. J'ai pas envie de discuter avec les gens. Enfin vraiment, j'ai pas du tout fait le travail de network et je me disais mais le travail va te sauver. Voilà, si tu travailles bien, tu fais tout ce qu'il faut, tu publies les articles, tu vas faire les livres qui vont bien, ça va te sauver. Et en fait, pas du tout. Il faut travailler sur tous les piliers. Si tu veux que ta carrière réussisse, il faut pas être bon, il faut que les gens sachent que t'es bon. Ça passe par le network. Et donc, j'ai été arrêté dans mon parcours à l'université parce que j'ai loupé une échéance pour pouvoir être titularisé. Et ça coïncidait avec un moment où j'allais devenir papa et où là, j'ai vraiment eu ce déclic. Mais non, en fait, ta carrière ne peut pas dépendre de commissions, de décisions d'autres personnes. Et donc, c'est là que je suis parti de l'université j'essaie de trouver un boulot.
Et donc j'ai essayé de trouver des boulots du type relations publiques, parce que c'est quand même lié avec l'art du discours, communication, etc. Mais dans les entreprises, enfin mon profil c'était pas intéressant parce qu'ils cherchent plutôt quelqu'un qui sort de master pour le former. Et, donc Mmh. les entretiens d'embauche, enfin les gens m'ont dit t'es gentil, mais ça c'est pas possible. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me crée un boulot. Donc mon business principal, je pense que ça ressemble à ce que les gens se représentent comme un side business, quoi. Parce que je gagnais mon argent en créant du contenu et en donnant des coachings, des formations. Ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai acquis tout un tas de compétences qui sont celles dont on parle, donc à savoir les outils techniques, comment ça marche, comment on ouvre un compte PayPal, Stripe, comment on fait des pages de vente, comment on crée une liste email, etc. Et tout ça, évidemment, ça a fait que quand j'ai eu besoin de créer un side business, bah, le side business, ça a tourné en 6 mois. Parce Mmh qu'il y avait mh. parce qu'il y avait toutes ces compétences de base, mais quelqu'un qui se dit aujourd'hui, qui a vraiment une carrière d'employé classique et qui se dit je vais créer un side business autour de la création de contenu, ça vaut la peine pour le coup là de se faire un petit peu accompagner. Moi, quand j'ai fait le switch de la carrière universitaire à la carrière de créateur de contenu sur Internet, j'ai consommé pas mal de contenu sur le sujet et j'ai suivi des formations. Il y a des moments, enfin, quand tu sais pas du tout faire une page de vente, bah tu payes un peu et puis tu vas te former auprès de quelqu'un qui sait. Mmh Donc mh. c'est un investissement qui est pas idiot. Je sais que on peut tomber sur des formations qui sont vraiment un repompage de trucs qu'on aurait pu trouver gratuitement, mais un formateur qui a régulièrement montré ses performances, qui a accompli certaines choses, ça vaut la peine de se former auprès de lui, parce que c'est pas des choses qu'on va apprendre ailleurs qu'auprès de quelqu'un qui l'a fait. Il n'y a pas de parcours, de diplôme, de certificat Mmh. qui existe pour débloquer ces compétences-là. Ouais, tu l'as dit, hein, souvent dans les formations, qu'on peut trouver en ligne, les formations en présentiel, c'est un petit peu différent, mais des formations en ligne, globalement, la grande majorité de ce qui est dit est trouvable sur internet gratuitement, mais tout le sujet, c'est un, à quel horizon de temps, combien de temps tu veux passer à chercher les informations? Et 2, tu as malheureusement le risque de tomber sur, du mauvais contenu. Pas forcément parce que la qualité, est pas incroyable, mais parce que les conseils sont mauvais ou ne sont plus d'actualité. Et là, ça pourrait être beaucoup plus embêtant sur le long terme. Donc Ouais, finalement, pour trouver une bonne formation en ligne, moi je trouve c'est, déjà avant tout le fit avec le créateur. ouais. Et est-ce que tu penses que tu as une adéquation avec, sa vision, sa mentalité? Bien sûr, il faut regarder plein d'éléments très factuels comme, bah, son expérience, ses témoignages, ses avis clients, la qualité de ses contenus gratuits s'il en propose, et ça, c'est une des meilleures façons pour vendre du contenu, c'est déjà d'en proposer gratuitement. Donc il y a tout une liste à checker comme ça. Comment est-ce que toi tu avais, trouvé les 1 ressources pour te former? Moi, j'avais commencé par des podcasts américains, donc en termes de formation, ça aurait pas matché. J'étais tombé sur un podcast qui m'avait beaucoup plu à l'époque, je sais pas s'il existe encore, ça s'appelait Unemployable. Et c'était exactement le truc qui me plaisait, c'est t'es inemployable, mais pas parce que t'es mauvais, parce que t'es tellement hors des cases que tu peux pas rentrer dans l'emploi, et donc tu dois te créer un job. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup motivé, donc j'écoutais pas mal de choses là-dessus. J'écoutais des podcasts qui me permettaient, qui nourrissaient en fait le travail que je faisais de formateur, parce que avant de vivre de mon contenu en ligne, j'ai fait des prestations pour des gros organismes de formation, tu sais, les choses que tu as à la Défense, il y a des boîtes qui s'appellent Demos, etc., où tu reçois un gros catalogue et les employés viennent se former dans des salles à la Défense. Bah, j'ai fait ça pendant un moment, et donc OK. là j'écoutais beaucoup de podcasts de gens qui étaient coachs pour leaders, pour dirigeants, etc., parce que j'avais besoin pour le coup d'acquérir beaucoup d'expérience que j'avais pas eu en travaillant en entreprise. Donc j'ai eu besoin d'écouter beaucoup de podcasts de gens qui étaient spécialisés de ça. Et après, quand j'ai voulu créer mon business en ligne, bah j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, à regarder ce qui se faisait aussi sur LinkedIn, à suivre des créateurs, à écouter des podcasts, à m'abonner à certaines personnes. Et après, j'ai fait mon marché là-dedans, en fait, Mmh. et tu as raison que la régularité, c'est important. Tu as envie d'acheter la formation qui est nouvelle, qui est récente, et tu sens que le gars vient de mettre en œuvre vient de mettre en place le produit, parce que tu as aussi des tunnels de vente où ça t'envoie vers des produits qui sont plus très frais. Donc moi, j'aime bien le côté le contenu est frais, la formation est fraîche, et c'est cette méthode que j'utilise moi-même quand je crée une formation. Pour moi, une bonne formation, ça part d'un défi.
C'est tu commences par te dire, à la fin du mois, j'ai envie d'avoir débloqué telle chose, ou alors dans 6 mois, j'ai envie d'avoir débloqué telle chose. Et c'est une fois que tu as débloqué la compétence que tu vends le produit. Et ce que tu vends, c'est les essais, les erreurs, les doutes, les méthodes que tu as utilisées. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait une bonne formation. Avant de vendre une formation sur YouTube, j'ai attendu d'avoir 100 000 abonnés. Mmh mh, Donc mmh mh. c'est vraiment ça l'idée. Et puis avant de vendre ma formation sur le side business rentable, j'ai attendu de faire 3000 balles par mois avec ce side business qui me prenait quelque chose comme 1 heure de travail par jour. Donc mais c'est ça qui est chouette. C'est tu te dis, je me lance un défi. Donc de toute façon, tu vas progresser toi. Et une fois que tu as progressé, là, tu as une matière qui se vend. Et je trouve que c'est très intéressant parce que tu vas documenter tout le processus, parce que tu es motivé, tu as de nouvelles choses à faire, tu as de nouvelles choses à discuter, à tester. Et donc, tu vends la formation tout au fur et à mesure du travail, en fait. Parce que Mmh. toutes les choses que tu testes, ça te donne des nouvelles idées. Donc, voilà, je crée le genre de formation que j'ai adoré suivre, en fait. Ouais. Non, mais tu as complètement raison et finalement, c'est le 1er pas pour se lancer dans un side business, qui nous attire, qui nous intéresse. C'est, déjà de consommer du contenu ou des formations qui, répondent à ce besoin-là et tu vois, même moi, quand je m'étais formé sur, l'investissement, bah, pareil, en fait, au début, je me suis formé parce que ça m'intéressait personnellement et puis à mesure que tu découvres, de nouvelles choses, de nouveaux éléments, t'en parles un petit peu autour de toi, tu te rends compte que et ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point le niveau de compétence sur des sujets un petit peu précis, l'investissement en bourse, mais ça pourrait être la pêche, ça pourrait être la peinture sur vase, peu importe. Le niveau de compétence est très très bas et on se rend pas compte, bon, ça dépend sûrement, il y a des micro-marchés, mais que beaucoup de personnes seraient intéressées par ce sujet, mais juste elles ne connaissent pas, elles ne savent pas le chemin à parcourir. Et un très bon conseil qu'on m'avait donné quand j'ai commencé la création de contenu notamment et pour lancer un side business, c'est de donner des conseils ou en tout cas de s'adresser à son soi d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, parce que finalement, on est un petit peu plus avancé que cette personne. Tu vois, si demain je vais demander des conseils à Jeff Bezos en business, ça sert à rien parce qu'on est trop éloigné et en fait, ces conseils vont pas m'aider. Pareil, si jamais demain, moi, je vais donner des conseils à quelqu'un qui est vraiment 0 en business, qui ne sait pas du tout, du tout, du tout, bah, pareil, ça risque d'être un petit peu éloigné. Par contre, quelqu'un qui, tu vois, a déjà lancé, qui est dans le business peut-être depuis 1 an, 2 ans, mais qui cherche à accélérer, là, les conseils seraient pertinents. Donc, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, si vous commencez de 0, bah, justement, allez vers des personnes qui sont pas extrêmement avancées et ça, c'est l'erreur classique, tu vois? Alex Hormozy et compagnie, c'est super ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège de se former auprès de ces personnes qui sont déjà très avancées dans le business, mais qui s'adressent à des personnes qui font déjà plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. Et donc là, faut faire bien attention à qui est-ce qu'on regarde. Mais ça, c'est encore une fois une question de fit. Toi, comment tu avais fait pour, commencer à monétiser ou en tout cas, à quel moment tu t'es dit: «OK, j'ai compris que dès le départ, ça allait être ton activité principale», ou en tout cas, tu en avais, l'objectif. À quel moment tu t'es dit: «OK, là, ça fonctionne suffisamment pour me dire c'est pérenne comme activité et je pourrais me mettre à 100 sur ce créneau-là et je ne lâche pas»? C'était très difficile ça pour donc là vraiment pour le premier business que j'ai créé quand j'ai fait la transition de l'université à créer mon activité, de chercheur, enfin plutôt de formateur et de créateur de contenu en rhétorique. C'était difficile parce que j'avais pas du tout un écosystème avec des gens qui l'avaient fait. Et donc cette idée que c'était possible de gagner de l'argent avec de la monétisation YouTube, c'était par exemple quelque chose qui était, complètement hallucinant pour moi. Ça me paraissait magique. Et en fait, on comprend après qu'évidemment, c'est normal qu'il y ait un marché. Enfin, c'est intéressant pour des entreprises de mettre des pubs sur des vidéos. Après, on se dit, c'est normal qu'il y ait une économie derrière. Mais j'étais vraiment très loin de ça. Donc moi, l'idée que c'était possible de réussir là-dedans, c'était assez loin. Et donc j'ai dû changer une partie de mon cerveau en un organe de propagande. Véritablement me dire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, ça va marcher. Et je me suis aussi vraiment bourré le crâne avec des contenus du type le premier Gary Vaynerchuk, celui avant qu'il devienne plus mature, celui qui vraiment te disait bouge-toi les fesses, travaille beaucoup Ouais. plus et tout, Ouais, ça va ouais, marcher. totalement. Mais il y a un moment où c'est utile. J'ai aussi écouté les contenus de quelqu'un qui est très décrié aujourd'hui. J'écoutais les podcasts d'Oussama Hamar, le côté coup d'état. Donc tous les podcasts coup d'état, j'aimais beaucoup les conférences d'Oussama. Je pense que j'ai jamais rien utilisé de ce qu'il a dit,
mais il y avait une énergie qui était Mmh. cool en fait, une énergie du type bah ouais, t'es différent mais c'est pas grave et tu vas te battre et c'est possible. J'ai écouté tous les livres classiques aussi, les livres qu'on cite, Père riche, Père pauvre, ce genre de choses. Donc tous les livres sur l'entrepreneuriat, je les écoutais en livre audio pendant que je peignais la chambre qui allait accueillir ma fille. Donc c'était une période assez sympa de ce point de vue-là parce que j'ai compris qu'il y avait il y a pas que le contenu d'actualité, tu sais, les Mmh. trucs qui te minent le moral et où tu te dis c'est de pire en pire. T'as aussi une espèce de bulle beaucoup plus optimiste et positive qui est cette bulle de l'entrepreneuriat et ça m'a vraiment fait du bien de rentrer là-dedans. Mais je comprends que quelqu'un qui vient de l'extérieur, tu sais, qui est habitué au monde habituel, il rentre là-dedans et il se dit mais c'est quoi cette secte quoi? Ouais, C'est ouais, quoi ouais. ces gens qui disent que tout est possible, c'est pas vrai, tout n'est pas possible, etc. Mais il y a un moment, je pense, dans le parcours de l'entrepreneur où t'as besoin de ça. T'as besoin Ouais. de te botter les fesses avec ça. Et donc la manière dont j'ai fait, c'est que la première formation que j'ai créée, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai passé un mois dessus de travail intense et j'ai fait le type de formation qu'il faut pas faire, à savoir une synthèse de connaissances. Et c'est parce que je venais de l'université, j'avais déjà créé des cours, etc. Et je me suis dit, je vais faire un cours, mais en mieux, quoi. Et Mmh. en fait, il faut pas faire ça parce que les gens payent pas pour ça. Les gens payent pas pour avoir un truc qui ressemble à ce qu'on pourrait avoir à l'université. Et si le système d'éducation est obligatoire, c'est pas pour rien. C'est parce que il faut qu'on nous maintienne dedans pour qu'on trouve ça intéressant. Et donc la première formation, j'ai fait une formation qui était pas géniale, mais j'ai réussi à en vendre une. Et OK. le fait Et d'arriver à en vendre une, tu te dis, mais en fait, c'est possible. Donc évidemment, mes problèmes d'argent n'étaient pas du tout réglés. Enfin, je t'ai parlé des trucs, mais j'avais pas le droit au chômage. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre comme ça. Et tu te dis, ok, j'en ai vendu une, mais c'est possible, quoi. C'est possible de créer des trucs en ligne qui font que les gens vont payer pour ça. Tout ce que tu as à faire, d'être meilleur en vente, être meilleur en ci, être meilleur en ça. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à investir, à me mmh. dire, c'est possible. Donc du coup, tu vas te former chez quelqu'un qui l'a fait. Ça veut dire qu'il mente pas. Ça veut dire que c'est possible effectivement qu'il y ait de l'argent qui arrive en ligne. Et après, les choses se sont pas mal alignées parce que la chaîne YouTube a commencé à marcher, donc j'ai commencé à avoir des revenus qui venaient des pubs YouTube. J'ai commencé à gagner en notoriété et à côté de ça, ça fait venir plus de gens sur les formations. Et puis, une fois qu'on a vendu une formation, une fois qu'on a vendu notre premier produit, tout est débloqué. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je te rejoins, c'est vrai que c'est pour ça, tu l'as mentionné très justement tout à l'heure, l'important, surtout quand on démarre, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, il vient autant, de soi-même à se former, à acquérir les compétences nécessaires, mais aussi derrière, on n'est pas là pour faire, pour devenir une encyclopédie vivante. Il faut être capable de retranscrire, de retransmettre, ce qu'on a appris. Alors là, pour le coup, on a peut-être un peu recentré le débat du side business autour de la formation et notamment de la formation en ligne, mais c'est parce que je pense, que c'est une très bonne porte d'entrée pour des personnes qui voudraient, se lancer, dans ouvrir un side business, et que de toute façon, on va aussi un petit peu en parler dans la partie création de contenu, c'est un petit peu lié, mais Mais il y a un problème là-dessus, je pense, c'est que justement, il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est que le side business dont on parle, à savoir le side business basé sur la création de contenu, il n'y a pas de barrière d'entrée. T'as pas besoin de capital, tu prends pas de risque en créant du contenu. Après, tu réalises que c'est un coup d'opportunité. Utiliser ton temps à faire du contenu qui marche pas, en fait, t'es en train de prendre un gros risque. Mais au début, tu te dis, c'est facile, il y a pas de barrière d'entrée, je peux le faire. Donc il y a aussi plein d'autres manières de faire des side business que je connais pas. Mais c'est possible de créer des boutiques, c'est possible de créer un food truck, c'est possible de faire tout un tas de choses. Je sais pas moi, louer du petit matériel, louer des perceuses. Enfin, il y a plein de possibilités de side business qui ne reposent pas sur la il y a création des de contenu. garages, des parkings. Oui, moi je les connais pas. C'est pour ça que je parle surtout de ça, c'est que je peux aider personne sur les autres types. Peut-être que je Ouais. pourrais me lancer un défi pour rigoler là-dessus, mais Non, mais je les suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi et les c'est vrai que problèmes et les justement difficultés qu'on part, c'est ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent ça a l'air cool. Tu parles de ce que t'aimes et ça te permet de générer du revenu, mais tout le monde a envie de faire ça. Et donc, c'est pour ça que si on le fait, il faut vraiment le faire à fond. Et là, il y a des compétences assez pointues qui arrivent, mais on s'en rend compte une fois qu'on s'est pris le mur. exactement, exactement. C'est comme tu l'as dit, moi je le réitère énormément que les barrières à l'entrée pour créer du contenu aujourd'hui n'ont jamais été aussi faibles, aussi basses. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, surtout la qualité des smartphones aujourd'hui, des caméras, fait que
ça remplace une caméra professionnelle, presque, quasiment. Et derrière, toi qui en plus travailles beaucoup sur la partie rhétorique, storytelling également, on voit à quel point le fond compte plus que la forme. Aujourd'hui, on est biaisé et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se laissent impressionner par les super productions qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube notamment, ou même des podcasts vidéo, ou même enfin des contenus qui à la base étaient faits par des particuliers. Aujourd'hui, c'est des productions hollywoodiennes. Je pense notamment à Squeezie ou à Inoxtag, enfin voilà, des youtubeurs très gros qui ont des budgets et dont les vidéos peuvent coûter des milliers, des dizaines de milliers, voire plus d'euros à construire. En fait, je pense que toi, t'es un bon exemple. Tu tes écouteurs, t'as un bon petit micro, je pense pas qu'il coûte des milliers d'euros. Ta caméra, sûrement c'est une bonne caméra, mais je pense pas non plus qu'elle a coûté des milliers et des milliers d'euros. Ton background, il est simple. Et en fait, pour moi, t'es un bon exemple de le fond est plus important que la forme. Et ça, beaucoup de personnes le sous-estiment et ça les bloque en se disant: «J'ai pas une caméra incroyable, j'ai pas un micro incroyable, j'ai pas un background incroyable, j'ai pas tous ces éléments-là, donc mes contenus ne peuvent pas bien marcher». C'est faux, archi faux. Toi, comment est-ce que tu avais eu déjà un petit peu ce blocage en te disant au début: «Ah, il me faut quand même du bon matériel, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça avant de me lancer»? Ou est-ce que tu as eu finalement ce drive de dire: «Bah non, je m'en fous, ma première vidéo, elle va être moche, on va mal m'entendre ou je ne sais quoi». Peut-être le micro, c'est le seul élément un petit peu important tout de même, mais je vais y aller, je vais balancer du contenu et on verra comment ça se passe ensuite. Moi, je dirais que j'ai le problème inverse. C'est que je peux avoir tendance à trop attendre avant d'investir, même des investissements importants. Du type, les premières formations que j'ai créées, je les ai hébergées sur un site WordPress tout pourri avec un système vraiment à l'arrache et le temps que j'ai mis avant d'offrir à mon public un espace membre correct, rien qu'en mettant 30 balles par mois sur Podia, par exemple, c'est un truc où j'ai mis longtemps avant d'investir. J'ai fait longtemps mes vidéos avec une caméra pourrie, j'avais même pas de son, j'avais même pas de micro, etc. Et ça marchait, et je continuais, j'avais des commentaires de gens qui me disaient ouais quand même le son est nul, etc. Je me disais je m'en fous, je trace. Donc j'ai plutôt le problème inverse, c'est que j'attends avant d'investir, et là j'essaie aussi de réduire ce temps parce que en fait des bons outils ça te propulse et ça t'apprend beaucoup de choses. Par exemple, j'ai pas du tout voulu me faire j'ai essayé de pas me faire avoir avec ChatGPT. Quand j'ai vu qu'il y avait une version payante de ChatGPT, je me suis dit tu refais pas la même erreur. Tu payes, et si c'est pas bien, c'est pas grave, mais au moins tu surfes sur la vague et tu commences à utiliser le vrai truc, quoi. Te Mmh. contente pas du truc gratuit pour épargner 20 balles par mois, tu fais plus ça. Alors que ça va, j'ai les moyens, mais j'ai cette espèce de radinerie qui fait que je mets vraiment longtemps avant d'investir et de passer au niveau supérieur. Donc ça, c'est Mmh. un problème que j'ai. Et il y a des trucs, je vois aujourd'hui, je me dis ouais, mais tu pourrais peut-être déléguer tel ou tel truc, etc. Et je me dis non, non, je veux vraiment avoir le moins de dépenses possible. Donc c'est plutôt ce problème que j'ai à ce niveau-là. J'arrive à le régler pour tout ce qui est software et ce qui est matériel. Là, je commence à investir plus rapidement, mais il y a d'autres trucs où je pourrais investir beaucoup plus, et j'ai tendance à... C'est peut-être une aversion au risque. Je me dis, il faut... Autant en bourse, j'ai pas de problème à investir. J'ai plus bizarrement de difficultés à investir dans mon business parce que je trouve que le retour sur investissement est un peu plus flou. Il repose beaucoup plus sur ta confiance que tu auras à générer de l'argent, alors qu'en bourse, c'est pas tellement ton problème, tu vois. Ouais, c'est marrant alors que je pour moi, c'est l'inverse. Je serais plus à dire que, si j'achète je sais pas, une bonne caméra, bah, la qualité de ma prochaine vidéo sera meilleure, point barre. Il y a pas de variable, il y a pas d'aléa là-dedans. J'achète un bon micro, le son sera meilleur. En bourse, je peux acheter, une, bonne action ou même un ETF ou peu importe. C'est pas dans mes cordes, si demain cette action va bien performer, ou pas. Je pense qu'au contraire, et tu en avais parlé au début, hein, c'est recentrer les résultats ou ce qu'on va retirer de la vie, recentrer vis-à-vis de nos actions à nous et de nos décisions et de redevenir maître de son destin et non pas, dépendre, d'entités extérieures, que ce soit un patron dans le salariat ou que ce soit, une entreprise qu'on ne contrôle pas, dans la bourse. Mais je suis sûr que tu as raison. Le truc, c'est que moi, je viens de tellement loin par rapport à l'entrepreneuriat que cette mentalité d'entrepreneur, c'est vraiment contre nature.
Moi, à Mmh. la base, j'étais cadré pour être fonctionnaire, tu vois. Mmh. C'était, tu essaies de faire du bon travail, mais de toute façon, tu as un contrat stable, tu es payé pour donner cours, il n'y a pas de problème, etc. Donc, ma formation de base et toute la première partie de ma vie, c'était tu auras un salaire qui va tomber. Donc, le switch vers l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez différent. Et moi, ce que je retrouve dans la bourse, c'est la sécurité. Donc, c'est ça qui est un petit peu différent. C'est que, Ouais, c'est tu vois, paradoxal. pour moi, la bourse, c'est, bah voilà, t'investis dans une entreprise, elle te verse des dividendes, t'as ton salaire qui arrive comme un bon fonctionnaire et t'y penses plus. Donc c'est peut-être étonnant, mais je récupère de la sécurité avec la bourse. Et pour moi, ce qui est risqué, c'est le côté entrepreneurial. Et c'est pour ça que je peux avoir plus de réticence à investir là-dedans, mais j'essaie de me soigner. Ouais, 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 j'entends, j'entends. Bah, en fait, pour toi, c'est juste que ça te rassure la bourse parce que c'est entre guillemets «passif» et que, si ça marche bien, bah, tant mieux, tu en profites et si ça marche pas, c'est pas de ta faute. Alors que là, tu te responsabilises avec l'entrepreneuriat. Tu te dis, c'est si jamais ça marche, c'est grâce à moi et si ça marche pas, c'est à cause de moi ou en tout cas en partie. Donc c'est une question de responsabilisation et finalement ce side business, c'est ça aussi, hein. Je veux dire, on remet au centre, quand on est salarié de se dire: «Bah non, moi je voudrais pas que la totalité de mes revenus dépendent d'un acteur extérieur, de décisions extérieures, que demain si, bah, mon patron décide soit de, baisser mon salaire ou de me changer de poste, de mettre au placard, ou, de me muter ou que sais-je». C'est des décisions, tellement importantes que je ne peux que, concevoir le fait de vouloir remettre, dans nos mains dans les mains de chacun ce pouvoir de décision. Et donc derrière, bon, bah, voilà, j'imagine les personnes se disent: «OK, j'ai compris, l'intérêt, l'importance de lancer un side business. J'entends que c'est aujourd'hui plus accessible que jamais, mais la première question qui viendrait à l'esprit de quelqu'un, c'est probablement, bah, qu'est-ce que je vais vendre en fait? Je sais pas quoi vendre et ça, c'est un commentaire que je reçois souvent quand je parle un peu d'entrepreneuriat, de side business. On me dit: «J'aimerais bien, mais je sais pas quoi vendre». Tu as mentionné tout à l'heure, bah, on parlait de formation en ligne, vis-à-vis de ses intérêts, centres d'intérêt, de ses passions. Comment identifier, selon toi, les sujets autour desquels on pourrait créer un side business et peut-être éventuellement aussi une formation en ligne? Pour comment identifier? Pour moi, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est la passion. Il faut regarder les contenus qu'on consomme avec plaisir parce que justement, c'est un side business et c'est vraiment le défi que je me suis lancé en créant un side business autour de la bourse. C'est que c'est quelque chose auquel j'accorde de l'énergie après ma première journée de travail. Mmh. Donc si tu as pas la passion, tu pourras pas le lancer. Donc c'est une bonne idée de regarder vers quoi quand je suis à mon bureau que j'aime peut-être pas trop, heu, vers quoi j'ai envie de voilà, à quoi je pense, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vais rentrer à la maison. Si quand vous avez envie de rentrer à la maison, vous avez juste envie de vous poser sur un canapé et de regarder Netflix, commencez par remettre un peu de sport dans votre vie ou faire un truc et cetera, recommencer à Plus rêver, actif. mais il faut que vous ayez un truc comme ça. Mmh. Où vous vous dites, je me trouverais beaucoup plus cool si j'avais cette corde à mon arc. Donc vous commencez à consommer du contenu un max dans ce domaine qui vous intéresse et c'est là qu'il va y avoir des possibilités de side business. Et après pour les choses qu'on peut vendre, pour moi la formation en ligne c'est déjà un niveau avancé parce que c'est, pour des gens qui partent vraiment de nulle part, créer une formation en ligne ça demande quand même un peu de Compétences. travail. Mmh. Moi je commencerai avec une combinaison de contenu gratuit et de contenu payant, avec un truc du type Tipeee, avec un truc du type Patreon, Une newsletter aussi peut-être? ou quoi? Une newsletter payante? Ouais, quelque chose comme ça, où Mmh. on crée du contenu gratuit qui plaît aux gens et on leur explique qu'il y a quelque chose un peu de l'autre côté du miroir, avec quelque chose d'exclusif, quelque chose où on va peut-être un peu plus loin et ça permet de faire à peu près le même travail, sauf qu'il y a une partie qui est, au début gratuite et une partie qui pourrait être payante. Ça, c'est hyper facile Mmh. à mettre en œuvre. Après, il y a Ouais. l'affiliation qui est, donc pour faire notre activité, on a effectivement des outils qu'on utilise, enfin, quelqu'un peut typiquement faire un micro comme ça, bah, on fait une affiliation Amazon et on dit aux gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, bah, il faut utiliser ce micro-là, très simple. Quelle que soit la thématique dans laquelle on est, le jardinage, la mécanique, c'est possible de créer des liens d'affiliation, les livres, enfin, tout ça, c'est possible. Et je commencerai par ça. Je commencerai par des choses qui me demandent pas un surplus de compétences et Technique, un ouais. Mmh. surplus de temps
par Mmh. rapport au fait de commencer à créer du contenu. Ouais, 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 tout à fait. Oui, donc c'est en lien finalement avec la création de contenu et on va y venir juste après. C'est central aujourd'hui et c'est un très, très bon moyen, un premier pied pour, diversifier ses sources de revenus et puis même pour, construire une offre et la distribuer. En fait, le point numéro un quand on veut lancer un side business, c'est de dire: «Mais qu'est-ce que je vais vendre?» Et ben, il faut se demander de quoi les gens ont besoin. Et donc cette question-là, malheureusement, bon, on n'est pas omniscient, on n'est pas dans la tête des gens. Et donc pour savoir ce dont les gens ont besoin, bah, la meilleure façon, c'est de leur demander. Mais comment tu vas leur demander? Comment tu vas leur échanger avec eux, les contacter? Et donc, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, tu as pas 36 000 solutions. C'est la entre autres de la création de contenu, c'est du passage à l'échelle, c'est de pouvoir créer un élément, une newsletter, une vidéo YouTube, un épisode de podcast, un article de blog et de pouvoir le distribuer à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes et ensuite tu peux échanger avec ces personnes-là sur ta thématique. Je sais pas moi, demain, j'y connais rien en pêche, mais je dirais: «Ah demain je veux lancer un side business dans la pêche». OK, mais je sais pas de quoi les gens ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de, conseils sur la dernière canne à pêche à acheter, sur les équipements, sur les techniques de pêche? Et du coup, je vais commencer à créer du contenu sur, bah, la pêche, sur ce que je sais faire en pêche, et ensuite les gens vont pouvoir interagir et là, c'est très important et on va y venir juste après, le choix de la plateforme. Idéalement, il faut avoir des plateformes avec lesquelles on peut avoir des interactions avec son audience. Et ensuite, tu échanges avec ces personnes-là en disant: «Ah bah voilà, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça. Ah OK, mais toi, du coup, demain, enfin, tu aurais besoin de quoi pour peut-être être meilleur en pêche ou autre?» Et donc là, les gens vont pouvoir te donner du feedback en te disant: «Ah bah, j'aimerais bien que tu parles de ci ou de ça» ou «Ah, c'est quoi la marque de ta canne à pêche?» et cetera. Et donc là, tu, récupères du feedback et c'est comme ça que tu obtiens le besoin. En plus, tu as ta cible, bah, c'est les personnes qui sont déjà, dans ton audience et ensuite tu crées une offre, autour de ça et au début, tu as raison, faut pas se prendre de la tête, ça peut être faut pas se prendre la tête, ça peut être un contenu, un petit peu plus poussé, un petit peu plus, avancé, plus technique. Ça peut être, même, tu vois, des sessions de coaching en one-one, ça marche bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu le syndrome de l'imposteur en disant: pas la «J'ai pas la légitimité pour faire ça». Mais en réalité, aujourd'hui, dès que tu es un petit peu compétent ou tu es un peu intéressé, passionné par un sujet, d'office, tu en sais déjà plus et là, les gens ne se rendent pas compte, tu en sais déjà plus que 90 de la population. Il y a un truc que j'ai remarqué là-dessus, c'est que, autant effectivement le public est assez bon pour te dire le contenu qu'ils ont envie de consommer, Mmh. autant pour te dire les produits qu'ils seraient prêts à acheter, Ouais. ça marche pas. Donc j'utilise beaucoup le feedback du public sur: «Tiens, tu pourrais faire une vidéo là-dessus, tu pourrais faire une vidéo là-dessus». Ça marche bien. Mmh. Pour savoir ce que les gens auraient envie d'acheter, ce que je fais, c'est que je pars des difficultés que je rencontre. Et on en revient à ce qui est en fait, la base d'un side business, c'est que tu as un besoin. Tu as un besoin, tu te dis: «Mais, en général, j'ai pas assez d'argent, comment je pourrais faire pour en générer plus?» Et tu vas commencer à trouver des solutions, tu vas commencer à trouver des méthodes qui vont fonctionner et à chaque fois, il faut être très attentif sur les difficultés que tu as à un moment donné. Et plutôt que de mettre ces difficultés sous le tapis, te dire: «Mais là, en fait, je suis pas satisfait de ça, j'ai envie de travailler là-dessus». Et tu commences à travailler là-dessus et tu notes bien, en fait, toutes les difficultés et puis le dialogue mental que tu as. Du type: «Oui, mais si je fais ça, ça va faire ça, si je fais ça, ça va faire ça». Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de vendre bien au public. Donc effectivement, l'interaction avec le public, c'est important. Mais je pense que l'introspection sur les difficultés qu'on rencontre au fur et à mesure du parcours, c'est aussi un super outil. J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant. 80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient? On retourne à l'épisode. Bien, un très très bon point. C'est vrai qu'en fait, on est un, un bon indicateur d'est-ce qu'un service ou un produit a un potentiel, un bon potentiel, c'est de savoir déjà est-ce que soi-même on en serait client. Ouais. Si c'est pas le cas, c'est probablement pas une bonne thématique. Pas forcément que le produit ou le service ne serait pas bon, mais toi-même, tu aurais pas la conviction, tu serais
tu serais pas suffisamment convaincu pour être convaincant et pour convaincre des personnes au bout du chemin. Donc Ouais. si on n'est pas son premier client, on va pas très, très loin. D'ailleurs ça me fait un peu penser au niveau de la conviction, hem, comment est-ce que toi, est-ce que déjà, tu intègres, tu utilises des techniques de rhétorique, de conviction, de vente dans, tes side business, dans la création, hein, vraiment de tes side business, sur la partie, bah, vente, construction d'une offre, page de vente ou pas particulièrement? Bah, ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout naturel parce que, je me force à le faire quand je commence à vendre moins. C'est OK. vraiment ça, hein. C'est, souvent je me mets en mode, automatique et donc je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît sur le moment et donc je vais avoir tendance à plutôt redevenir un universitaire, tu vois? Et avoir envie de creuser, de lire des bouquins, de faire des choses un peu compliquées. Puis je vois les chiffres qui commencent à baisser et je me dis: «Non mais là ça va pas». Il Mmh, faut que tu mmh. redeviennes plutôt rhétoricien, que tu tapes sur les désirs, les rêves, les besoins, les douleurs. Donc c'est assez rigolo. Il y a des phases. Il y a des phases Ouais. où on se recroqueville un petit peu sur notre zone de confort et vendre pour moi c'est toujours quelque chose qui est assez peu naturel et qui demande un effort. Et donc Comme oui, quand ouais. je commence à buter, je me remets en mode conscient et je me dis non mais il faut que tu vendes un peu plus là. Et comment, quand tu arrives dans ces phases-là où tu te dis: «Faut que je vende plus», parce que je pense que ça, c'est le problème numéro un de ceux qui veulent lancer, c'est: «Ah, je sais pas vendre ou j'ose pas vendre». Qu'est-ce que tu fais pour toi te sortir de cette, hésitation, cette torpeur et de te dire: «OK, maintenant je vais vendre». Quelles sont les actions que tu mets en place? J'augmente le rythme de vente. Là, la dernière chose que j'ai faite, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, c'est dommage d'avoir toujours un peu ce même système. Enfin, je sais pas comment tu travailles, mais en général, ce que les gens font, c'est que, on a un seul hub. C'est-à-dire qu'on va créer du contenu sur différents réseaux pour, envoyer du monde au même endroit. Mmh. Et le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, on est limité en termes de ventes parce que si on vend seulement dans la liste email, bah voilà, une fois qu'on a fait 2 ventes par mois, 3 ventes par mois, et cetera, on va commencer à saouler les gens. Et le fait de se dire: «Mais en fait, mes différents canaux», Mmh. ça peut être aussi des canaux de vente parce que c'est des audiences qui sont différentes. T'as pas la même audience sur YouTube que sur LinkedIn, que sur Telegram, et cetera. Je vais commencer à vendre dans les différents canaux de vente. Et donc la dernière fois que j'ai commencé à stagner un petit peu, je me suis dit: «Mais fais de la vente directe sur LinkedIn. Tu es Mmh. capable de créer des billets pour, envoyer du monde sur ta liste email. Pourquoi est-ce que tu créerais pas des billets pour envoyer directement du monde vers tes produits?» Et donc ça, c'est la dernière chose que j'ai faite, c'est j'ai augmenté le rythme de vente en osant vendre directement sur LinkedIn, directement sur YouTube, directement sur Thread. Et au début, effectivement, ouais, tu commences, il faut se botter un peu les fesses et te dire, mais arrête quoi, vends plus, ils sont cool tes produits, vas-y. Mmh mh. Ouais. Mais en fait, je trouve qu'il y a toute une ambivalence dans la création de contenu slash side business et on va faire tout doucement la transition vers la création de contenu. Mais, on dit souvent avant de te diversifier en termes de canaux de communication, apprends à maîtriser à 100 un réseau. Toi, ça a été en priorité, YouTube. Alors en parallèle, tu as fait ta, base email, ta newsletter. C'est vrai que moi, j'ai commencé sur LinkedIn. Ensuite, j'ai un petit peu diversifié, voilà, avec YouTube, le podcast. Mais, mais on dit souvent: «Maîtrise un réseau à 100 à 100 c'est on n'a jamais maîtrisé à 100 mais maîtrise bien un réseau avant de commencer à te diversifier. Mais ce que tu dis là, c'est un bon point. Si on commence un peu à stagner en termes de vente sur, un certain réseau, aller vers, d'autres réseaux, pour, proposer du contenu similaire et ça, c'est toute la force, la beauté, je trouve, de la création de contenu. C'est que quand tu as déjà poncé un certain réseau et que tu as créé déjà beaucoup de contenu derrière toi, tu as une bonne, sensibilité de ce qui marche, ce qui plaît, ce que toi tu arrives à bien transmettre comme information, comme passion, et ensuite tu peux l'adapter au code de la nouvelle plateforme pour percer beaucoup plus rapidement. Et je pense que, tu vois, toi tu t'es lancé sur TikTok aussi, non, n'est-ce pas? TikTok, je fais un petit peu. Mon premier réseau, ça a été, j'ai fait LinkedIn, ensuite YouTube. OK. OK. Ah donc tu as fait d'abord LinkedIn puis YouTube. Bah et donc je pense qu'il y a des éléments que tu as appris, des connaissances que tu as apprises, d'un point de vue, vente, création de contenu sur LinkedIn que tu as pu réexploiter sur YouTube et ensuite que tu as adapté au code de la plateforme, non? Ouais, tout à fait. Tout Ouais. à fait, et puis moi, j'hésite plus du tout non plus à recycler du contenu et à faire des jeux de changement tu élargis, tu rétrécis, tu coupes, et cetera. Mais j'ai une très grosse base de données avec les contenus que j'ai déjà, créés
Et en fait, le point, c'est que les gens accordent pas autant d'attention qu'on pourrait croire à notre contenu. Donc c'est pas parce que tu as publié un truc une fois que ça va pas toucher d'autres personnes une autre fois. Donc maintenant, j'ai pas seulement un catalogue de formation. J'ai également tout l'historique de la campagne que j'ai faite par formation. Et donc, si je fais une mise à jour d'une formation, je vais retaper dans tout le contenu que j'ai déjà publié. Et je vais pas hésiter non plus à faire des changements de plateforme. Et avec l'intelligence artificielle, c'est très facile. Si tu as fait une vidéo sur YouTube, tu donnes le script de la vidéo à ChatGPT, tu lui dis tu m'en fais un billet, tu m'en fais un tweet, et ça marche assez bien. Ah ça, tu le fais beaucoup. Comment est-ce que tu exploites, aujourd'hui? Parce que je pense que c'est la grande mode et beaucoup de personnes se disent: «Ah je vais lancer un side business, je vais exploiter, ChatGPT ou n'importe quelle IA». Comment est-ce que tu utilises l'IA aujourd'hui, toi, dans ton business? Alors, il y a un gros truc, c'est maintenant qu'ils ont mis DALL-E dans ChatGPT, donc à savoir la création d'images. Les miniatures de la chaîne business, j'utilise beaucoup pour ça. Donc, je lui dis une petite impulsion. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai besoin d'une image qui illustre ça. Je l'utilise pour me mettre en mode narration sur la chaîne principale. Tu sais, des fois, je me mets en voix off. Et avant, c'était tout un travail de trouver des vidéos, des images qui pouvaient illustrer. Aujourd'hui, c'est super simple. Tu donnes le texte et tu demandes des illustrations et ça permet de faire ça. Pour ce qui est vraiment création de contenu, j'utilise assez peu. Mmh. J'utilise vraiment pour faire ça, pour faire des changements de format. Tu rétrécis, tu agrandis, tu adaptes à telle ou telle chose. Pour la production d'idées, je trouve que c'est une catastrophe. Je sais qu'il y a des gens qui sont fascinés par ouais, ça crée des idées, etc. Je trouve que c'est assez mauvais et donc j'en suis revenu. Pour tout ce qui est générer des idées avec ChatGPT, j'en suis vraiment revenu. Et par contre, toutes les tâches un peu d'esclave du type répondre aux mails de l'administration, ça maintenant, je parle plus jamais avec l'administration, c'est ChatGPT qui le fait. Euh, et beaucoup ça. Donc déléguer les tâches ingrates, je l'utilise pour ça. OK. Pour le coup, alors je te rejoins sur la partie, administrative, tâches répétitives. Par contre, pour la partie génération d'idées, je suis pas forcément d'accord avec toi et comment est-ce que j'utilise pour de la génération d'idées? Ça peut être notamment, tu as par exemple, une newsletter que j'ai pu faire là, il y a pas très, très longtemps. J'avais le thème de la newsletter, mais j'avais les idées et je me suis dit: «J'arrive pas à m'arrêter sur un plan» et en fait, en termes de plan, il peut vraiment te donner des idées. Tu dis: «Bah, écoute, je voudrais faire un article de blog sur tel sujet. Je voudrais faire, 3 parties avec, 2 sous-parties par partie. Propose-moi un plan». Alors ça, c'est pour de la structure, c'est peut-être pas des idées de fond, hein, bien évidemment, mais tu peux aussi brainstormer avec. Alors, on Ouais, prend l'exemple de ChatGPT et tu vois, tu dis: «Bah, écoute, moi, je prépare un podcast ou un article ou une vidéo sur tel sujet. Quels sont, de quoi je pourrais parler ou quel serait un angle intéressant pour attiser la curiosité de mes auditeurs ou de mes lecteurs?» Et là, tu peux te brainstormer avec. Donc je pense que pour le coup, ça peut rester ça sera jamais à prendre copier-coller, mais heu, ça peut vraiment aider pour de la génération d'idées et pour apporter de la structure dans tes contenus. structure, je suis d'accord. Le génération d'idées, moi, je l'utilise plus comme un pense-bête, tu vois. C'est-à-dire que quand je commence à travailler sur une nouvelle formation, surtout que c'est assez pratique vu qu'il est sur le téléphone et Mmh. qu'on peut l'utiliser en vocal, je lui dis les idées au fur et à mesure que je les ai. Et je lui dis, tu organises ça et tu peux faire des suggestions au fur et à mesure. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus pratique qu'un simple enregistreur vocal, parce qu'après, on a une matière qu'on peut travailler. Mais enfin, j'ai passé trop de temps, tu sais, vraiment dans le travail vraiment de création, génération d'idées. Puis quand tu as fait une thèse, tu es habitué à être assez exigeant de ce point de vue-là. Et je trouve qu'il est effectivement, il peut balayer un domaine, mais l'approfondissement, il faut pas du tout laisser à tout ce qui est approfondissement, originalité. C'est dommage de le déléguer. Non, je suis d'accord avec toi. C'est plus la génération d'idées en surface, en te disant, bah, quelles sont les grandes parties, quels sont les grands thèmes, quels sont les grands sujets que je pourrais aborder dans, mon billet, ma vidéo, mon podcast. Mais derrière, pour creuser, bon, et encore, tu vois, très sincèrement, je pense qu'on dit ça aujourd'hui. D'ici quelques mois, quelques années, je pense que la génération d'idées, elle sera, aussi, si ce n'est plus performante que celle d'un humain. Alors bien sûr, il y a des idées que nous, on aura, que la machine n'aura pas et inversement et à ce moment-là, je pense pas que ce sera très, très pertinent de comparer les 2. Hem
toi, ton focus, c'est quand même un petit peu plus les formats un petit peu plus longs, ou en tout cas, c'est pas tu t'es pas uniquement concentré sur des shorts ou autres. Euh, Quel est ton avis pour quelqu'un qui voudrait un petit peu se lancer? Aujourd'hui, il dit, tout le monde dit faites des shorts, faire des shorts, enfin des vidéos courtes, des formats courts. C'est plus simple à construire, c'est plus simple à distribuer, c'est plus simple à consommer. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Toi, tu t'es un petit peu positionné dessus. Quel est ton avis? Est-ce que c'est un créneau sur lequel il faut absolument se positionner quand on veut créer du contenu aujourd'hui ou pas? Pour moi, l'intérêt des formats courts, c'est plus pour apprendre les compétences à l'édition. Ça qui est chouette, Ok. c'est que tu prends CapCut, qui est un logiciel gratuit, et là tu peux t'amuser à commencer à comprendre un petit peu les zooms, la synchronisation, images, musique, etc. Donc pour tout ce qui est compétences à apprendre à faire des montages plus dynamiques, je trouve que le format short c'est très cool. Mhm. Pour le reste, pour moi, le format de base avec lequel il faut se lancer si on n'a pas trop de temps à Consacré. consacrer, c'est le commentaire. C'est tu prends un article, tu prends une nouvelle et tu t'as juste ton ordinateur, tes onglets qui sont ouverts et une caméra qui te met dans l'image et tu fais du commentaire dans un domaine qui te plaît parce que ce qui est intéressant, c'est que les journalistes ont déjà fait le travail de sélectionner les nouvelles qui vont être intéressantes. Donc moi, je partirais de ça. Et de temps en temps, je ferai des petits morceaux de bravoure où tu commences à t'agacer, tu commences à tenir des propos qui sont plus originaux, plus fun, etc. Et ça, je le garde pour faire des shorts. Comment est-ce que tu identifies ces éléments un petit peu de bravoure, comme tu dis? Tu sais, tu commences à avoir des émotions, tu commences à t'emporter pour le sujet, tu commences à faire des blagues. Et ça, c'est super important parce que justement, si comme on le dit, la génération d'idées devient une commodité, la personnalité va devenir super importante. Donc, les gens vont pas seulement s'attacher à ton cerveau, et ils vont s'attacher à ta personnalité et aux émotions que tu es capable de partager. Donc, pour moi, tout ce qui est point de vue, réaction, les moments où tu t'emportes, les moments où le public va attendre, tiens, je suis sûr que sur tel sujet, ça, il va s'agacer, ou alors il va s'enthousiasmer pour ça, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut garder et mettre de côté pour les shorts. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube The Money Guy Show. C'est deux Américains, je pense, qui justement qui réagissent à par exemple, TikTok sur de conseils en investissement ou du conseil en trading ou du Ouais, conseil peu importe. Et les types, alors les gars sont CFA, donc CFA c'est une certification financière, et donc les gars sont ultra compétents sur ce domaine, et ils réagissent à tous les conseils terribles qu'on peut trouver sur TikTok et toutes les plateformes de contenu court, et ils s'insurgent des terribles conseils qu'on peut y trouver. Donc ça marche super bien, tu vois? Leurs vidéos, ils ont fait des vidéos à plusieurs millions de vues. Heu, et ça, en termes de tendance de contenu, c'est aussi quelque chose que je conseillerais, hein, tout ce qui est co-création. mmh, Parce que tu as une relation avec quelqu'un et parce que vous interagissez, vous réagissez, etc. C'est pareil, c'est des trucs qui sont indisruptables. mmh, mmh. Les duos, le fun et tout ça, c'est Bah, indisruptable. toi, tu en as un bon exemple avec Xavier, et notamment avec le podcast Chercheur de valeur. Déjà, pourquoi ce nom? Pourquoi vous aviez choisi ce nom? Et ensuite, quel était l'objectif derrière ce podcast? Le nom, c'est Xavier qui a eu l'idée, je l'ai trouvé très bien. Et donc, pour moi, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est pas la bourse qui va te rendre riche. C'est que la bourse, c'est quelque chose qui va permettre de faire fructifier l'argent que tu auras acquis sueur de ton front. Et donc, dans cette idée de chercheur de valeur, il y a cette idée que tu vas d'abord grandir, apporter de la valeur au marché, et il faut créer un cercle vertueux entre j'ai envie de devenir meilleur, de me développer, de progresser, d'apporter toujours plus de valeur, et cette valeur, j'ai ensuite pouvoir la décupler avec la bourse. C'était justement parce que Xavier, il était dans un moment où enfin, lui, il est sorti du monde de l'investissement, hein. Et c'est resté sa passion, mais créer un podcast, pour lui, l'idée, c'était d'avoir une ouverture vers quelque chose d'un peu plus large. Et c'est pour ça qu'on a fait ce duo, où moi, j'étais à un moment où j'avais envie d'approfondir la question de l'investissement, lui avait envie d'élargir. Et donc, on essaie dans les différents formats concrets de trouver un équilibre entre les deux. Là, par exemple, je l'ai lancé sur un bouquin qui est le dernier livre d'Atali, parce que Jacques Attali a écrit un roman
Et je me suis dit, c'est drôle parce que c'est plutôt quelqu'un qui est dans le monde de l'économie, et là, il écrit une dystopie. Et c'est typiquement le genre de truc où une fois je vais le lancer sur un livre et puis après on en discute, ça nous permet d'aller plutôt vers mon domaine. Et puis il y a des fois où je vais plutôt rentrer complètement dans son domaine, où on se dit, on se prend le secteur automobile, on se prend telle ou telle entreprise, on analyse, etc. Et l'objectif c'est d'avoir vraiment cet équilibre entre une émission qui est sérieuse sur le plan de la finance, mais qui martèle que si on veut réussir dans l'investissement, il faut d'abord gagner plus et donc investir sur soi et dans ses compétences. Ça, c'est mon fer de lance, c'est le discours que je tiens tout le temps, c'est les revenus actifs, ceux qui sont générés par ton travail, ce sont ceux qui peuvent te rendre libre, riche, alors que les revenus passifs sont ceux qui te rendent libre. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre, ou en tout cas, tu pourras investir dans tes revenus passifs, mais si c'est pour investir quelques euros par mois, alors c'est très bien en termes d'habitude, c'est très sain, c'est très positif, mais c'est pas ça qui va vraiment te rendre riche. Se rendre riche, malheureusement ou heureusement, c'est en tout cas les revenus actifs, c'est ceux qui vont te demander un certain effort. Et ensuite, il faut investir comme toi, tu le fais très justement. Tu vas développer différents canaux de revenus actifs et tu utilises les revenus générés pour investir dans tes revenus passifs qui, eux, derrière, te rendent libre. Donc, c'est un bon combo, on va dire, et les deux ne sont pas à négliger. On parle tout le temps des les revenus passifs, les revenus passifs. Si ceux qui nous écoutent encore après bientôt une heure de podcast, voilà, le sujet quand même du side business, faut pas se dire que je vais faire 3 vidéos, je vais faire une vidéo ou un podcast, un épisode de podcast ou écrire un article de blog et j'ai un business qui va se construire par-dessus. Non, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Certes, ça peut se faire en parallèle d'un emploi à temps plein, d'une vie de famille aussi. Regarde, Victor, hein, toi, t'es papa, tu le faisais déjà un petit peu avant. Donc c'est à faire, c'est un équilibre à trouver, mais ça va demander du travail. Et juste, on y revient et tu l'as déjà dit, se bouger les fesses, passer à l'action, ça nous fait d'office passer dans le 1% des gens qui sont comme toi en train d'hésiter, mais 99% de ces gens-là ne vont jamais passer à l'action. Juste passer à l'action, de se motiver, de se former et de publier son premier article, sa première vidéo YouTube, son premier épisode de podcast, ça vous place d'office dans le top 1%. Ouais. Et pour revenir sur le podcast Chercheur de valeur, ce que je trouve bien et ce que je trouve très pertinent, c'est que, comme tu l'as dit, Xavier est une figure d'autorité sur la partie finance. Toi, tu es une figure d'autorité sur la partie peut-être plus rhétorique. Et chacun apporte à l'autre. Et finalement, vous parlez à tout le monde. Des personnes qui sont complètement débutantes en investissement, elles vont apprendre des choses. Des personnes qui sont plus avancées en investissement vont apprendre des choses. Et toi, tu apportes aussi plus sur la partie rhétorique, sur la partie d'autres éléments. Et donc ça, c'est important de pouvoir parler à beaucoup de personnes. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que déjà ce podcast, il vous génère des revenus? Comment est-ce que vous le monétisez? On travaille avec je sais pas comment ça s'appelle, le terme pas joli, ce serait apporteur d'affaires, mais c'est un label qui s'appelle Orso Media. Et leur travail, c'est de mettre en contact des créateurs de contenu avec des sponsors. Et donc, au début, je pense qu'ils avaient contacté Xavier, parce qu'ils se disaient ça va être pertinent pour la partie finance du podcast. Et Xavier s'est dit un podcast juste finance, ça m'intéresse peu. Et donc c'est pour ça qu'il m'a dit tiens viens on fait quelque chose ensemble. Et je pense qu'il y avait aussi l'idée que ce soit du contenu qui est facile à créer, parce que quand on se met à deux, il y a toute cette dimension échange, on rebondit, etc. Et je trouve que c'est original parce que c'est pas un podcast d'interview. Tu sais, t'as quand même beaucoup de podcasts d'interview. Faire un podcast tout seul où tu scriptes, où tu parles de ton truc, c'est quand même très contraignant. Et là, t'es entre les deux. Parce qu'il y a des fois, on peut switcher sur quelque chose d'interview où on fait parler l'autre, etc. Donc, c'était ça le projet de base. Donc, on a des revenus qui viennent des sponsors qui nous sont apportés par Orso Media. Ils font un super boulot pour ça. C'est très bien la manière dont ils sélectionnent les gens. Et puis, un système que j'aime bien, c'est que on peut dire oui ou non. Et donc, il y a plein de sponsors quelques sponsors où on a dit non, là, on fait pas. Et quand on dit oui, on fixe les conditions du type, on va tester le produit et on va poser toutes les questions qu'on veut aux personnes qui l'ont créé. Donc, il y a ces dimensions que je trouve assez sympa.
Et puis, pour le reste, on a commencé à le monétiser d'une autre manière. C'est que la dernière fois que j'ai créé une formation, en fait, c'est parti de Xavier avait un peu fait la promo de son séminaire dans le podcast. Mmh. Et ça avait bien marché en fait parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus dans son séminaire, qui doit être génial d'ailleurs, où il a commencé à faire des masterclass sur l'investissement, où les gens Mmh. peuvent venir en physique, discuter de leur portefeuille, etc., et se former à l'investissement. Et le podcast avait pas mal rempli son séminaire. Et on s'était dit que moi, c'était pas possible que je vende des produits dans le domaine de la finance parce qu'il y a un trop gros écart de compétences entre lui et moi. Mmh. Et par contre, justement, se dire, on va aller à fond dans la dimension entrepreneuriat. Et donc, on s'est dit que j'allais créer une formation sur le side business et qu'on ferait un épisode sur le side business. Et j'ai vendu la formation via un code promo dans dans la description de Podcast. l'épisode et ça a marché. Enfin, ça a marché, tu vois, pour te donner les chiffres. La formation, j'en ai vendu un peu plus de 80 Mmh. et il y en avait 6 qui venaient du podcast. 6 ventes. Et donc, tu vois, tu te dis, c'est pas grand chose, mais ça veut dire que c'est possible. Et que Mmh. si tu approfondis le truc, parce que les gens, ils avaient pas spécialement, j'ai pas tellement de crédibilité pour eux, enfin, et c'est un format qui est un peu différent, c'est contraignant d'aller cliquer sur le lien, etc. En tout cas, ça peut marcher. Et donc, je pense à l'avenir, on va essayer de monétiser le podcast aussi un petit peu comme ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, tout à fait, tu donc en fait, les 2 grandes façons, c'est soit par des sponsors, soit en direct avec toi, soit par une agence comme Orso Média. Je connais bien Orso Média, c'est ceux chez qui j'enregistre mes épisodes de podcast en studio. D'accord. Donc je les connais bien. Ouais, donc c'est Hem agence. Parce que pour moi, dans le contrat, il y a marqué apporteur d'affaires, mais je suis pas certain des termes. Oui, bah, s oui, si, moi j'appellerais ça une agence, hein, dans le enfin, ils font l'intermédiaire entre des créateurs et des marques. Donc alors après, tu appelles ça comme tu veux, hein, agence d'influence, enfin, je sais pas, oui, mais c'est enfin bon, voilà, donc c'est avec, de l'apport d'affaires, du sponsoring, comme on dit plus traditionnellement et ensuite, bah, derrière de la vente de tes produits ou de tes services à toi, à travers la description et puis il y a aussi en soi la notoriété et la visibilité et même si le retour il est pas direct, il peut être, sur du moyen terme, long terme, sur, une invitation, sur un plateau télé, à la radio, peu importe, parce que, tu as un podcast qui marche bien. Donc les retombées, elles sont pas du tout à négliger, mais comme pour beaucoup d'éléments sur la partie création de contenu, c'est du long terme. Ça Mais c'est demande un du point long qui est, terme. c'est un point qui est important et au début, j'avais pas du tout compris ça parce que le, moi, j'ai pas du tout fait ça pour un enjeu de notoriété. Je m'étais pas dit que le fait que je sois associé avec Xavier Delmas dans un podcast finance, ça pourrait me propulser, etc. Moi, la réflexion de départ, c'est j'aime bien ce gars. C'est super cool de parler avec lui. J'aime bien écouter ses contenus. Alors, discuter avec lui de finance, ce serait le pied. Et en fait, il y a effectivement cette dimension où, bah voilà, t'as un podcast finance avec quelqu'un qui est quand même qui pèse un petit peu dans le game, mais à la base, c'était pas tellement ça. C'est cool de faire un podcast sur un sujet qui me passionne avec quelqu'un qui est calé dans le domaine, mais effectivement, ça joue, ça apporte une Et comment vous crédibilité, vous une connaissiez de notoriété. base avec, Xavier? C'est assez drôle. En fait, Xavier, j'ai commencé à consommer son contenu quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Mmh. Et j'ai fait un commentaire une fois sous une de ses vidéos et il me connaissait parce qu'il suivait ma chaîne de rhétorique et il m'a répondu assez gentiment. Après, on s'est contacté et quand j'ai fait ma transition, quand j'ai fait mon coming out finance, où j'ai commencé à créer du contenu sur la finance, je l'ai invité pour justement pour que mon public puisse poser toutes ces questions à quelqu'un qui s'y connaissait. Parce que j'ai toujours senti que enfin, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que je commence à capter, mais quand tu rentres dans ce domaine, t'as un tel monde que t'as cette peur d'avoir un squelette dans le placard, tu vois. Ce Mmh. truc où tu te dis, mais il y a ce truc, c'était énorme, et t'es complètement passé à côté. Et je m'étais dit, commencer à faire venir des gens qui connaissent le truc et où mon public pourra rentrer en contact avec eux, se référer à eux, suivre ce contenu qui est quand même assez important. Je trouvais que c'était bien enfin, tu vois, je trouvais ça bizarre que Mmh. un public rentre dans la finance par moi. C'est fun, mais c'était mieux qu'il y ait quelqu'un qui sache qu'il y a autre chose. Ouais et puis même pour toi, tu as envie de
prodiguer les meilleurs conseils possibles à ton audience. Et donc, si tu sais que Xavier va avoir de meilleurs conseils, ou en tout cas des conseils plus avisés avec son expérience qui est plus grande que la tienne, bah, tu as tout intérêt à leur dire: «Hey, regardez, lui, il est super bon dans ce qu'il fait, ça vous allez apprendre beaucoup de choses». Et puis bon, bah, derrière, si en plus, mais comme tu as dit, c'est le saint graal, de pouvoir échanger avec un créateur qu'on apprécie, sur une thématique qu'on apprécie, bah, y a rien de mieux, hein. Honnêtement, hein, pour tout te dire, quand j'ai commencé ce podcast, c'était aussi en partie parce que il y avait des personnes avec qui je voulais absolument Mhm. échanger, interagir. Et sans ce podcast, j'aurais pas pu échanger, que ce soit même, je veux dire, avec toi aujourd'hui, avec Xavier, ou avec beaucoup d'autres personnes qui sont passées avant. Un podcast, c'est une opportunité exceptionnelle pour échanger avec des personnes passionné. Et je le dis souvent, quand on est passionné, on devient passionnant. Et donc, pouvoir échanger et qu'elles nous transmettent leur passion, une chance énorme. Et sur la partie, du coup, investissement, on y vient un petit peu. Avec Xavier, tu as appris beaucoup de choses à ses côtés, en consommant ses contenus. Toi, tu as expérimenté aussi un petit peu. Tu t'es lancé, tu as ta chaîne secondaire avec, sur l'investissement, sur le business notamment. Comment est-ce que, parlons peu, parlons bien, parlons bourse, comme je dis, pourquoi tu investis, toi? C'est quoi ton why? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais lancer un side business pour gagner assez pour investir. OK, allons un cran plus loin. Pourquoi est-ce que tu voulais investir? C'est très bizarre la manière dont enfin, je pense que c'est pas bizarre parce que quand on regarde les données de l'AMF, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette voie-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir pendant le Covid. Et moi, je suis un investisseur Covid, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où tout était fermé, le monde était fermé, tu te demandes qu'est-ce qui est ouvert, et la bourse s'est ouverte. Donc, Mmh. il y a eu un truc assez étonnant comme ça où je m'y suis intéressé pendant le Covid. Après, Mmh. pourquoi je commence à investir? C'est ça qui est assez étonnant, c'est pour de la sécurité. C'est parce que j'avais envie de recréer de la sécurité. Et pour moi, la plus grande forme de sécurité, c'est le revenu passif. Et donc, j'avais déjà des investissements immobiliers où j'avais des apparts que je gère, que je loue, etc., qui me rapportaient un revenu. Et pour moi, c'était pas passif. Tu avais toujours cette peur de vacances locatives. Un jour, on Ouais. t'appelle, il y a un truc qui est pété, mauvaise relation avec le syndic, mauvaise relation avec les gens. Enfin, voilà, ça apporte un peu de sécurité, mais qui va avec beaucoup de prise de tête. Et quand j'ai compris le concept de dividende, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. J'ai envie d'avoir des actions à dividende en portefeuille qui me payent pour participer à une aventure entrepreneuriale géniale. Ça m'a complètement allumé, ce concept de dividende. Et Ouais. donc, c'est la sécurité. Mon why dans la finance, c'est la sécurité. Envie d'accéder à plus de sécurité en générant du revenu passif. Mmh. C'est hyper intéressant. Et c'est en même temps un peu paradoxal. Même toi, avec l'expérience, je comprends qu'on s'y intéresse dans un objectif de sécurité, mais quand on comprend les fonctionnements et quand on comprend les risques, la volatilité, les risques de liquidité, les risques de perte en capital, tous ces éléments, on comprend que, bon, les marchés financiers, hein, je dis bien, l'investissement de manière générale, c'est un spectre très large, mais les marchés financiers, c'est pas le placement le plus sécurisé au monde. Et bon, on y reviendra sur le sujet des stratégies à dividendes. Donc toi, tu avais déjà un patrimoine immobilier, et ça, je veux le redire parce que tellement de personnes font cette erreur. Aujourd'hui, en France, on est très chauvin sur ah oui, l'immobilier, la pierre, le concret, c'est très bien. Et puis bon, bah, la bourse, c'est un petit peu plus récent, notamment depuis le Covid, hein, tu l'as très justement mentionné. Il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, et l'immobilier, c'est aussi énormément de travail. C'est un investissement financier conséquent, beaucoup plus que la bourse quand on veut démarrer. C'est une charge mentale qui peut être beaucoup plus importante qu'avec la bourse. Encore une fois, hein, tu peux être très passif dans l'immobilier ou très actif dans la bourse, c'est pas le sujet. Mais il y a beaucoup de personnes qui, je pense, se font avoir vis-à-vis de l'immobilier en se disant: «Ah, je vais acheter un appartement, je vais le mettre en location, c'est tranquille». C'est quoi, toi, ton retour d'expérience avec ça? Tu as eu des galères de locataires, de travaux, Alors, la, comment la, pre- la première galère que j'ai eue, c'était plus grave que ça, hein, parce que j'ai eu une galère amende administrative, parce que la manière dont j'ai commencé, c'était j'ai fait du Airbnb à Donf.
du Airbnb à Donf parce que j'avais compris que c'était possible de faire 2000 balles par mois avec un appart en Airbnb et c'était pas mal. Et donc je l'ai fait à fond, mais en connaissant rien, tu vois, rien de oui, tu peux être requalifié en établissement touristique, machin truc, etc. Et donc je pense que quelqu'un dans la copro m'a balancé. Et là, pour le coup, la rhétorique m'a aidé parce que j'ai dû aller plaider ma cause au service des demandes administratives et j'aurais pu me prendre une tôle, tu vois, une tôle de, tu dois payer 30 000 balles, t'as pas le début des 30 000 balles, mais vu que j'étais quand même de bonne foi et que je les ai respectés, parce que je pense qu'ils sont souvent dans des situations où les mecs sont même pas dans le pays, quoi. Les mecs sont même pas dans le pays, c'est géré à distance, etc. Donc c'était là pour le coup, je suis vraiment allé les voir et je leur ai dit, bah je suis désolé. Et ça a marché. Je m'en suis tiré avec une petite amende avec du sursis. Mais là, gros flip pour ça parce que tu te dis c'est trop cool. Je suis arrivé quoi. J'ai fait ce qu'il fallait pour mettre de l'argent de côté, pour investir. J'ai négocié un prêt, etc. Et puis après, t'as cette nouvelle couche de soucis qui arrive. Et donc enfin là, tu te dis oui, c'est bien. C'est bien l'immobilier, mais t'as des grosses responsabilités, quoi. Alors que la bourse, que dalle. C'est pas ton problème. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours associé depuis le début un sentiment de sécurité à la bourse. Par ailleurs, quand j'ai commencé à investir, ça faisait assez peur. Ça faisait assez peur parce que j'avais l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres, tu sais. C'était vraiment le moment où ça piquait du nez, Ok. enfin, je me suis mangé le lockdown. J'avais commencé à investir et le vrai gros lockdown, c'est, tu mettais de l'argent et ça perdait 10%, donc c'était assez étonnant. Et puis surtout, quand t'es dans un environnement où personne autour de toi n'investit, j'avais Mm. l'impression de faire n'importe quoi. Et Ouais. je me disais, mais j'ai même pas envie d'en parler à ma femme, j'ai ma fille qui dort dans le berceau et tout, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un fou. Ouais, ouais. Donc au début, tu avais l'impression de faire n'importe quoi, et c'est là que justement des contenus comme ceux de Xavier Delmas ou ceux d'infopreneurs qui sont sur le pont, tu vois, qui te disent, bah regarde, il y a cet historique, habituellement ça remonte après, et puis regarde, moi je continue à investir, donc j'ai très vite intégré cette notion de c'est les soldes, mais pour le vrai, tu vois. Il y a des gens des fois qui font les soldes et en fait ils sont en train de cramer leur argent dans des couteaux qui tombent, mais quand tu as effectivement l'ensemble du marché qui se casse la figure, bah c'est un bon moment pour choper du Microsoft, pour choper du Apple, pour choper des choses qui seront encore là plus tard. Ouais. Donc Ouais. c'était mon point d'entrée. Ouais, OK, OK, je comprends. Donc, c'est oui, bah, en fait, c'était pas plus mal. Déjà, 1 parce que bon, ça, c'est tous les la théorie qui nous dit que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Donc, si ça se casse la gueule pendant quelques semaines, mois, et que tu investis à long terme, c'est plutôt finalement une bonne nouvelle. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein, en fait, la bonne méthode, une méthode, on va dire, très safe pour investir sur les marchés financiers, pour se protéger de la volatilité qui peut être assez, costaud parfois, c'est de pratiquer le DCA, hein, probablement familier, Dollar Cost Averaging, c'est investir une petite partie chaque mois. Comme ça, demain, si les marchés chutent, eh ben, tu vas continuer à acheter, mais plus d'actions pour le même prix. Donc finalement, c'est positif parce que tu vas accumuler un plus grand capital. Moi, c'est simple, hein, si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu préfères acheter tes actions à 100 euros ou à 80 euros? Bah, probablement à 80. Donc, c'est une bonne chose, même si les marchés chutent, tant que tu continues à acheter, tu vas acheter de moins en moins cher. Et si les marchés montent, c'est tant mieux également parce que le capital que tu auras déjà investi et que tu vas continuer à investir, il va prendre en valeur. Donc, le DCA, c'est un peu c'est pas, j'ai envie de dire, la solution miracle, hein, il y a pas de martingale, mais, c'est une bonne façon de se prémunir face à la volatilité, des marchés financiers. Et du coup, toi, tu citais un peu des actions, individuelles ici. C'est quoi, toi, ta stratégie? Tu as parlé de dividendes. Je sais que tu es assez transparent sur ces sujets-là. Quelle est ta stratégie d'investissement? On va parler marché financier ici. Ouais, donc j'ai une base d'ETF. Et donc dans mes ETF, je crée un équilibre entre croissance et rendement. Donc ça veut dire que j'ai la plus grosse position, c'est le SP500. J'ai toujours un peu dans un fond du crâne l'idée que oui, mais le jour où les États-Unis, je sais pas quoi, donc j'ai également le All World, donc un ETF de croissance, mais qui prend les plus grosses capis. Et à côté de ça, j'ai des ETF monde orientés aux dividendes. C'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir ce flux continu de revenus, mais plus ça va, plus je me dis que c'est quand même une erreur parce qu'à chaque fois que je regarde les performances sur le long terme, le rendement, tu perds quand même en appréciation du capital. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir régulièrement des cartouches d'argent qui viennent des dividendes que je peux réallouer où je veux.
Donc je suis prêt à perdre un petit peu sur le côté de l'appréciation du capital pour avoir cette liberté de disposer de l'argent et de le réinvestir où je veux, et également pour que le chemin vers la liberté financière soit concret. Donc Ouais. après, évidemment, tu pourrais me dire, mets tout dans un ETF capitalisant et oublie, mais j'ai besoin d'avoir aussi cette dimension de fun, de plaisir, et le dividende m'apporte du plaisir. À côté de ça, donc de cette base d'ETF qui est la partie père de famille de mon portefeuille, j'ai du stock picking, et donc là, j'ai une approche qui est plutôt qualité. Donc tu vas regarder les marges, tu veux des belles marges, tu veux un bon chiffre d'affaires, tu veux un bon free cash flow, tu veux un dividende croissant. Donc ça, je sais que dans l'approche qualité, les gens mettent pas le dividende croissant, mais pour moi, dividende croissant, donc tu te dis une entreprise qui est capable d'augmenter fortement son dividende année après année, ça veut dire qu'ils ont du cash flow. C'est très important. Tu vois, tu peux avoir une entreprise qui a un très gros chiffre d'affaires croissant, mais ça leur coûte tellement cher d'avoir leur chiffre d'affaires que finalement, il n'en reste pas beaucoup pour investir, pour récompenser les actionnaires. Dividende croissant, tu as quand même cette idée, c'est bien géré, ils génèrent du cash et ils ont confiance en l'avenir. Donc moi, je mets cette notion de dividende croissant, et à côté de ça, je vends des calls sur les entreprises de rendement. Tu vois, j'ai par exemple du Total en portefeuille, et je me dis, Total, tu vois, est-ce que ça va encore bien performer? Donc par sécurité, je sais que les gens vont crier si je dis par sécurité, je vends des calls. Moi, le fait de me dire, ok, je mets un covered call à Total, je sais pas, à 65. Dans le pire des cas, ça me pousse à prendre mes bénéfices, et dans le meilleur des cas, ça me permet un petit peu d'avoir un rendement supplémentaire en plus du dividende. Donc c'est comme ça que j'investis. J'ai la partie bon père de famille qui sont mes ETF. J'essaie de choper des entreprises de qualité. J'ai des entreprises de rendement, mais pour essayer de les rendre un petit peu plus juteuses, je vais vendre des calls sur ces entreprises de rendement. Et c'est tout ce que je fais. Très clair. Bah, écoute, c'est très intéressant comme approche. En fait, tout le fond du sujet, et je vais reprendre une de tes phrases précédentes. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est effectivement, mets tout dans un ETF capitalisant et n'y touche plus. Ça, ce Mhm. serait la réponse, effectivement, on va dire, bon père de famille, un petit peu j'ai pas envie de dire simpliste, hein, parce que c'est ce qui a fait ses preuves dans l'histoire et c'est ce qui est recommandable et je pense le plus adapté pour une grande majorité de la population. Parce que, comme tu l'as dit, les données montrent que la distribution de dividendes, factuellement, mathématiquement, c'est sous-efficient, notamment par rapport à un produit capitalisant, à cause notamment de la fiscalité. Surtout si tu es dans un compte titre, toi tu investis peut-être, je sais pas, bah non, du coup, tu n'es pas en France, tu as un PEA toi Ouais, ou non, non? j'ai pas de PEA, j'ai deux comptes Ok. titres. Voilà, que des comptes titres. Donc, compte titres, quand tu investis et que tu reçois des dividendes, c'est directement imposé. Et donc, même si tu réinvestis, peut-être à la flat tax, je suppose, et du coup, même si tu réinvestis ces dividendes, bah, il y a une partie qui est partie en impôt. Alors que si tu étais dans un produit, dans une enveloppe capitalisante ou dans un ETF capitalisant, ces dividendes ne passent pas par la case impôt et ils sont réinvestis en totalité. Donc, mathématiquement, on voit bien que c'est plus efficient de profiter des poches capitalisantes ou de produits capitalisants. Mais, et là, c'est tout le sujet, tu l'as dit, moi, je veux un petit peu de fun. Moi, je veux pouvoir voir le résultat concret de mes investissements. J'ai envie de voir de l'argent qui tombe. Ouais. Et la bonne stratégie en bourse, c'est pas la plus efficiente mathématiquement, c'est celle qu'on va tenir pendant des décennies, sur le long terme. Et si c'est cette stratégie-là qui, toi, va te dire, bah, ça me fait plaisir, je suis content de mettre de l'argent, d'investir chaque mois, et parce que derrière, j'en reçois aussi un petit peu, c'est ma récompense, et ben, je pense que c'est la stratégie adaptée pour. Ouais. Il y a 2 choses que j'ajouterais là-dessus, c'est que sur mon courtier, tu as enfin, tu peux mettre n'importe quelle action et mettre un benchmark, tu vois? Tu mets le benchmark de tel ETF, de tel ETF, de tel ETF. Les actions que j'ai en stock picking, mes plus grosses positions, elles éclatent mes ETF. Donc, ma position dans Apple, ma position dans Microsoft, et cetera, elles pilonnent mes ETF. Après, je sais que le problème que tu as, c'est que vu que dans les ETF, c'est plutôt dans une approche DCA, t'as toujours l'impression que tes rendements sont pas ouf parce que t'es tout le temps en train de racheter plus cher, etc. Mais sur le long terme, tu sais que t'es pas en train de faire de bêtises. Mais un bon stock picking, c'est quand même quelque chose qui permet d'améliorer la performance. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour ce qui est des dividendes, c'est que j'ai souvent des commentaires de gens, tu vois, genre qui sont dans Meta. Et ils vont me dire, ouais, Meta, ça a tellement monté, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai pas ce genre de dilemme. Parce que je vais pas commencer à me dire je vais vendre mon Microsoft, je vais vendre mon Apple parce que ça a beaucoup monté.
Non, je m'en fous. Ils ont un dividende croissant, donc ça veut dire que peut-être que le rendement de départ est pas élevé, mais s'ils sont capables d'augmenter leur dividende de 8, 10, 12%, bah, j'ai mon flux continu de revenus qui augmente et j'ai pas envie de m'en séparer. Alors que si j'avais des boîtes comme Meta, comme Google, qui sont des très belles boîtes, bah, dès que ça commence à taper des plus hauts, je serais en train de me dire, mais est-ce que tu ferais pas mieux de sortir pour re-rentrer après? Et du coup, tu fais des erreurs. Donc, ouais, le capitalisant, pourquoi pas. ETF capitalisant, moi, c'est ce que je choisis pour ma femme. Mmh. Pour le portefeuille de ma femme, j'y mets que des ETF capitalisants et c'est super bien. Quand tu es passionné d'investissement, tu peux pas te limiter à ça et tu as l'espoir effectivement de battre le marché. Mais pour avoir cette volonté de gagner plus, il faut que tu aies du fun dans l'investissement et envie de progresser, envie de devenir meilleur. Et par ailleurs, tu sais, toutes les études qu'on dit, oui, souvent la gestion active sous-performe la gestion passive, mais c'est vrai pour les gros machins, ça. Les investisseurs particuliers qui sont pas obligés de représenter, de montrer leur tête, de dire j'investis dans les trucs qui sont cool à la mode, regardez, je fais mon travail bien, etc. Et surtout les gens qui investissent leur argent, je pense que quand tu es un investisseur particulier, quand même, tu peux faire des choses qui sont pas trop mal. Je suis d'accord avec toi et en même temps, je pense que la réalité, c'est qu'il y a quand tu parles des quelques investisseurs particuliers qui font le taf d'analyse, qui font le taf de compréhension, et de bonne gestion de leurs émotions aussi, c'est finalement un ventre mou qui me semble très maigre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aux extrêmes. Alors, soit c'est les gros institutionnels, comme tu en parlais juste avant, et qui, eux, ont des obligations et un fonctionnement et une lourdeur administrative technique qui font que bah, ça sous-performe. Soit on a de l'autre côté du spectre des particuliers, mais des particuliers qui ne prennent pas le temps, ne prennent pas le temps de se former, ne prennent pas le temps de faire le travail comme il faut, d'analyse, de compréhension, de sélection, de gestion de leurs émotions, et qui derrière se retrouvent bah, à perdre énormément. Et tu vois, c'est dans une logique de protection des épargnants qu'on dit, bah écoute, dans le doute, hein, tu es probablement pas un analyste qui va passer 10 heures par jour à analyser des actions et des entreprises et lire des rapports financiers. Et il y a plus de chances que tu sois malheureusement dans la tranche: «Ah bah écoute, moi je m'en fous de tout ça, je veux juste gagner des sous. Ah bah si jamais il faut mettre X euros dans telle action, bah vas-y, je le fais», mais sans réfléchir. Et c'est, je pense, ce qui coûte très cher à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si on devait faire une répartition entre ton portefeuille ETF et ton portefeuille action, ou plutôt la répartition dans ton portefeuille total des actions versus les ETF, c'est à peu près quoi, en termes de répartition? La dernière fois que j'ai vérifié, je pense que j'étais à 55% actions et à 45% ETF. Et les ETF grandissent parce que mon objectif, évidemment, c'est l'argent que je gagne avec les primes d'options et une grosse partie de l'argent que je gagne avec les dividendes, je le réinvestis dans les ETF. Parce que et ce que je fais aussi, c'est que je punis mes erreurs de stock picking en mettant l'argent dans les ETF. Si à un Mmh. moment je me dis là, tu as vraiment acheté une daube et il faut que tu assumes que tu as fait une bêtise, je vends la ligne et je remets dans les ETF. Donc fatalement, la partie ETF va grossir au fur et à mesure. Et enfin, quand tu as compris que la forme la plus pure de revenu passif, c'est un ETF distribuant, enfin voilà, tu as compris qu'au bout d'un moment, tu pas envie d'avoir tellement autre chose que ça. Je garde le bon stock picking parce que je crois vraiment à la puissance d'une approche de qualité. Mmh. Une entreprise de qualité, et tu le vois en fait, parce que les ETF qualité battent le simple SP500. Tu as deux ETF qui battent le SP500, tu as Momentum et qualité. Momentum, c'est hors de question parce que enfin, l'analyse technique et tout ça, un ETF peut le faire, je pense que nous, on peut pas le faire. Par contre, approche qualité, quand tu commences à voir, à t'intéresser aux ratios et que tu vois que c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, enfin, c'est dommage de pas investir dans Microsoft, Mastercard, Visa. C'est vraiment l'approche qualité. C'est toutes les fois que j'arrive avec
avec des trucs un peu fun, Xavier me dit: «Mais non, mais moi je sais d'où vient la performance, j'ai pas envie de changer, telle ou telle chose». C'est que la performance vient du fait que tu t'es intéressé, aux marges, tu t'es intéressé au ROE, tu t'es intéressé au fait que tu as des entreprises qui sont capables de générer de l'argent, beaucoup d'argent avec notre argent. Donc cette notion approche de qualité. La dette aussi, le fait qu'il y ait peu de dette ou qu'il y ait une dette qui soit soutenable et utilisée à bon escient, enfin, c'est des choses quand l'approche qualité, ça marche. Ce serait ça que je retiendrais. Avant, on aurait dit c'est l'approche value qui marche. Aujourd'hui, c'est vraiment l'approche qualité qui marche. Et je pense que plus le marché est devenu quand même peut-être un peu plus efficient, ou en tout cas ce travail qui consiste à se dire je vais être le seul mec hyper malin à identifier cette entreprise qui est décotée, ça marche moins bien, alors que se dire je me force à investir dans de la qualité même si j'ai l'impression de les payer avec un premium, c'est quelque chose sur le long terme, ça marche bien. Donc je dirais que c'est ça, c'est approche qualité. Ouais, c'est sa rencontre avec Charlie Munger, ça. C'est avant Buffett, il se décrivait comme un cigar butt investor, c'est-à-dire le gars qui ramasse un cigare à moitié fumé et qui essaie de tirer quelques tafs en se disant c'est cool parce qu'au moins c'était gratuit. Et c'est la rencontre avec Charlie Munger qui l'a poussé à se dire mais non, mais arrête d'essayer d'acheter des trucs moyens parce que c'est super pas cher. Et effectivement, ouais, achète le qualité maximum, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Je réponds aux messages sur LinkedIn, donc si certaines personnes veulent m'envoyer un message sur LinkedIn, en général, je réponds. Ça peut être pas mal aussi mon canal Telegram, je fais une FAQ par semaine. Donc c'est un format que je trouve assez sympa où les gens m'écrivent leur message par écrit. Je prends une capture d'écran du message et je fais un message audio pour répondre à la question. Donc je fais une FAQ sur Telegram par semaine et c'est assez sympa. Et pour me contacter, c'est le plus simple en fait. Pour interagir avec moi, c'est LinkedIn ou Telegram. Et après, pour tout le contenu, vous allez trouver ma chaîne finance et ma chaîne rhétorique assez facilement, je pense. T'as eu Antoine? Antoine BM. Il est bien, il est très chouette, il est tout le temps en train de tester de nouvelles choses et chouette gars, carré, j'aime beaucoup. On a bossé ensemble quelques fois, ouais, absolument. Il est à Paris en plus, tu pourras l'avoir en live, ouais.
Avec plaisir. Au revoir tout le monde.